Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre hors-série Missing 411 autour de la vallée des hommes sans tête, que nous appelons plus communément en français Nahanni Valley, donc la vallée Nahanni. Donc nous continuons aujourd'hui avec cet épisode 3, notre saga envoûtante sur les légendes de la vallée Nahanni, où chaque ombre raconte une histoire, chaque vent murmure un secret séculaire. Effectivement, dans l'épisode 2, nous avons fait un focus relativement important autour de l'histoire du Mad Trapper, Albert Johnson. Et effectivement, nous avons traversé les confins glacés du Grand Nord, suivant les traces ensanglantées du Mad Trapper de Rat River. Ce Albert Johnson, ce fantôme insaisissable qui, tel un loup solitaire, défiant la tempête, tint tête à la GRC pendant 48 semaines, d'une des chasses à l'homme les plus impitoyables de l'histoire canadienne. De la cabine de la faim au toundra impitoyable, nous avons vu comment la frontière entre survie, folie et malédiction s'efface dans ces terres où l'homme n'est plus chasseur, mais une véritable proie. Ce soir, nous plongeons plus profondément encore, remontons le fleuve du temps jusqu'aux racines même de la terreur Nahanni. Une tribu barbare disparue dans les brumes des millénaires, des montagnards craints, des légendes autochtones, et une figure d'une élégance surnaturelle qui aurait dompté les forces les plus sauvages de la vallée Nahanni, la Reine Blanche. Préparez-vous aujourd'hui à découvrir pourquoi Nahanni n'est pas simplement une vallée, mais un tombeau vivant de mystères oubliés où l'histoire elle-même semble retenir son souffle. Chers amis, générique. Chers amis, nous allons commencer le parcours des mystères de la vallée Nahanni en retournant au début. Okay. Donc, au début, il y a ce peuple qui est identifié comme le peuple Naha, la tribu perdue. On les connaissait sous plusieurs noms. Les gens là-bas, très loin, le peuple du soleil couchant, le grand ennemi, la tribu perdue des Naha. En fait, ces différents termes qui identifient la tribu des Naha sont très mystérieux parce qu'effectivement, la tribu des Naha a disparu il y a des siècles. Mais leur héritage sanglant demeure encore aujourd'hui, flottant parmi les montagnes brumeuses et les forêts couvertes de rosée. Les récits à propos de cette tribu barbare, avertissant ceux qui s'aventuraient dans la vallée Nahanni, même si on ne les a pas vus depuis des années, leur influence et leur empreinte gardent une emprise solide sur les terres sauvages de la Nahanni Valley. Les Dene, qui est une autre tribu dont j'avais parlé dans le premier épisode, ont craint les Naha pendant des siècles. Ils descendaient des montagnes en annonçant leur approche par le battement sinistre de leurs tambours en peau d'orignal et à la lueur de leurs torches, pillant, rasiant et massacrant quiconque se trouvait sur leur chemin. Autrefois, les villages appartenant au peuple Dene étaient souvent la cible de leurs campagnes de guerre sans pitié, semant la terreur parmi les habitants des basses-terres, des monts Mackenzie, ne laissant derrière eux que la destruction et la mort. Ils étaient célèbres pour leur pure férocité et leurs méthodes sanglantes et barbares. La tribu perdue des Naha
était aussi connu pour son mode de vie nomade. Il voyageait à travers la vallée, instillant la peur partout où ils allaient. Alors, pour aussi être ouvert sur quelles sont mes sources, donc mes sources proviennent d'un descendant de la tribu des Dene, qui vit aujourd'hui en Alberta et qui est un historien qui travaille sur la mémoire des Dene et avec lequel j'ai travaillé pour faire cet épisode. Okay. Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a peu de traces sur les Nahas, mais les écrits qui les mentionnent les décrivent comme un peuple incroyablement primitif. Alors que d'autres tribus de la région adoptaient et utilisaient les technologies introduites par l'homme blanc, les Nahas, eux, auraient utilisé exclusivement des outils de pierre grossiers, vivant collectivement dans une société de type homme des cavernes et installant leur foyer dans les cavernes et grottes disséminées dans la vallée. Leur disparition et leur destin constituent un mystère depuis la dernière fois qu'un de leurs groupes de guerre fut aperçu, il y a longtemps d'ailleurs. Où ont-ils pu finir? Ou ce qui leur est arrivé, personne ne le sait. Mais la tribu perdue des Nahas continue d'exister dans les récits et les légendes. Certains croient qu'ils sont encore là, quelque part, chassant, tuant et décapitant. Maintenant, premières habitations de la vallée Ered Naha. Alors, d'après ce que nous savons, ils furent les premiers à habiter ces terres. Selon les traditions orales et l'histoire des Dene, le peuple Naha voyageait de montagne en montagne à la recherche de gibier. Quand les animaux sauvages se faisaient plus rares qu'à l'accoutumée, des éclaireurs de la tribu gravissaient les sommets pour scruter l'horizon à la recherche de nuages sombres de fumée ou de la lueur de feux lointains, indiquant que des voisins se trouvaient non loin. Mais ils ne cherchaient pas à commercer. De retour au camp, les éclaireurs rapportaient leurs observations au reste de la tribu, décrivant l'emplacement de nouvelles proies, les guerriers revêtant leurs célèbres manteaux de laine, de mouton, et leurs cuirasses de bois et de fibres, s'armaient rapidement de massues, de haches, de lances à pointe de pierre et de solides boucliers en bois de bouleau. Une fois la bande de guerre prête, ils descendaient la montagne, guidés par la lumière des flammes se reflétant dans leurs yeux depuis le village qu'ils s'apprêtaient à visiter. La brutalité intense qui suivait l'inévitable escarmouche marqua profondément l'histoire de la vallée Nahanni. Ceux qui osaient défier la puissance de la tribu Naha se retrouvaient souvent soumis à des tortures sadiques. Les corps étaient mutilés, les femmes naturellement prises, sans pour autant donner des détails, et les enfants tués. Les butins classiques de la guerre, nourriture, ressources, biens, tout cela était bien sûr dans leur ligne de mire lorsqu'ils partaient en raid. Mais ils pillaient souvent quelque chose d'autre, de bien plus précieux que des biens matériels. Pendant ces pillages, dans les tribus des basses terres, ils enlevaient aussi les femmes et les filles pour les emmener dans les montagnes afin qu'elles vivent avec eux. Maintenant, la grande armée d'Éné et le camp vide. De telles pratiques finirent par peser lourdement sur les tribus des plaines, les Déné. Finalement, un conseil d'anciens réunissant plusieurs groupes de la tribu se rassembla pour discuter d'une solution à cette infestation installée dans les montagnes de la vallée Nahanni. Ils prirent à l'unanimité la décision d'en finir une fois pour toutes avec le danger que la tribu Naha représentait pour le reste du monde. Parce que les autres avaient des conflits quelquefois, mais il n'y avait pas d'élimination systématique, il n'y avait pas de volonté d'éliminer. Il y avait une volonté de vivre pacifiquement, même s'il pouvait y avoir des conflits sur les territoires de chasse. Maintenant, il fallait trouver une solution. Et la solution, c'était la guerre. Une immense armée, formée de plusieurs villages, principalement composée de guerriers d'aînés, se rassembla et franchit la frontière de la Nahanni Valley, prêt à faire la guerre aux Naha. Même en nombre, les guerriers envoyés pour détruire les Naha restaient méfiants devant la réputation terrifiante de leur adversaire. Les Naha étaient nés pour la guerre, pour la violence, une force inarrêtable qui ravageait la vallée depuis des années et rien n'avait réussi à les stopper jusqu'à maintenant. L'armée des Dénés s'attendait pleinement à rencontrer de la résistance dès son entrée dans la vallée, mais fut vite surprise de pouvoir avancer sans entrave. Les éclaireurs en tête de la colonne ne signalaient aucun ennemi et la grande troupe continua d'avancer vers les montagnes. Après quelques jours de marche,
un de leurs éclaireurs aperçut une colonne de fumée s'élevant d'un des monts Mackenzie. La nouvelle se répandit dans le camp et les guerriers d'Énée s'armèrent et commencèrent à se ruer vers leur ennemi. Les chefs du groupe décidèrent d'adopter une approche furtive afin de prendre les Nahas par surprise. La bande de guerre gravit silencieusement la montagne en encerclant lentement le camp de leur ennemi. Dès qu'ils furent prêts, le signal fut donné et tous les combattants surgirent de derrière les rochers, armes au poing. Mais il n'y eut pas de bataille épique. Ce qui suivit l'attaque des Dénés fut une confusion totale. C'était bien le camp de la tribu Naha, sans aucun doute. Tente en pot, feu fumant, c'est-à-dire que le feu était toujours allumé, outils de pierre et paniers en fibres éparpillés comme si l'on venait de s'en servir. Mais il n'y avait personne. On décrivit la scène comme si les Nahas avaient complètement disparu de la surface de la terre. Le silence lugubre fut seulement troublé par le vent, hurlant de sa voix fantomatique, comme il a coutume de le faire dans la vallée Nahani. Pris de peur et pensant que s'il restait trop longtemps, il finirait comme les Nahas, les guerriers d'Énée quittèrent en hâte le camp et redescendirent vers les basses terres. Ils ne virent plus jamais la tribu Naha. Elle avait complètement disparu. À ce jour, pour être honnête, personne ne sait ce qui a pu leur arriver. Personne ne le sait. Peut-être se sont-ils simplement déplacés plus loin dans les parties cachées de la vallée. Peut-être qu'un esprit est descendu sur leur camp, emportant la tribu vers un lieu inconnu. Nous ne le saurons jamais, car personne n'a retrouvé une trace des Nahas. Tout ce qui subsiste de leur existence, ce sont les histoires transmises par les tribus survivantes et la terreur éternelle que les Nahas ont gravée dans l'histoire de la vallée Nahani. Maintenant, théorie sur l'origine et la disparition des Nahas. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet. Et l'historien d'Énée m'a donné quelques pistes. Effectivement, au fil des années, divers théoriciens ont tenté d'expliquer qui étaient les Nahas et ce qu'ils étaient devenus. Mais la vérité demeure encore inconnue en fait. C'était très brumeux, pas très simple à comprendre. Mais en menant des recherches, déterminer à quelle époque se situe exactement la légende des Nahas, dominant la vallée Nahani, est aussi difficile. En me basant sur les descriptions, leurs outils de l'âge de pierre, leur société primitive de type homme des cavernes et sur les artefacts retrouvés parmi les montagnes, la meilleure estimation est qu'ils régnaient probablement il y a 10 000 ans, lorsqu'ils entrèrent dans la vallée et s'y installèrent. Quant à savoir quand précisément ils disparurent, cela reste encore un mystère encore plus grand. Mais il existe des théories. Les humains, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, les humains qui venaient de l'autre côté de la planète ont commencé à traverser le territoire de Bering depuis l'Asie vers l'Amérique du Nord, il y a environ 10 à 16 000 ans. Donc au moment où il y avait cette période glaciaire qui sûrement a précédé ou a suivi la période du Young Dryas ou du déluge. Okay. Donc il est donc tout à fait possible que certains groupes ayant migré en Amérique du Nord aient été les Nahas, qui avaient été les premiers à s'installer dans la vallée Nahani vers la fin du Paléolithique, ce qui correspond à l'âge de pierre primitif décrit. Okay. Donc environ entre 10 à 16 000 ans. Ils étaient probablement parmi les premiers à migrer vers l'Amérique du Nord. Ils auraient eu presque libre accès à la majeure partie du continent, avec très peu de tribus avec lesquelles interagir ou rivaliser. Leur société aurait pu croître et s'étendre au point de les pousser à migrer plus au sud, vers un climat plus clément que celui du nord gelé, qui, naturellement, on sait que juste après le Young Dryas, après le déluge, il s'est installé une forte période de refroidissement qui fut une période qu'on appelle de refroidissement intense. Et donc l'hémisphère nord de la planète était sûrement gelé avec des températures très basses, plus basses qu'aujourd'hui. Une théorie suggère que la disparition soudaine de la tribu Naha
de la vallée Nahanni serait liée à une migration de plus de 2000 km vers le sud, jusqu'aux prairies canadiennes, puis encore plus au sud vers les déserts chauds du sud-ouest américain. Là, ils seraient devenus les premiers habitants de la région, connus plus tard sous le nom de Navarro. Donc les Navarros seraient d'origine Naha. Bien sûr, cela n'est qu'une théorie. Et elle est assez peu probable, mais certains éléments semblent l'appuyer. Alors j'ai pu discuter avec un historien aussi amérindien des États-Unis et qui m'aurait confirmé cette légende, qui m'a confirmé que effectivement c'est le maître Silver Arrow qui m'a mis en relation avec lui, et effectivement il me disait que l'origine de la tribu Navarro proviendrait de cette migration importante qui serait venue de l'Asie par le Canada et qui serait redescendue, ce qui correspondrait approximativement avec l'origine qui serait celle des Nahas. Alors, qu'est-ce qui pousse aussi à cette corrélation entre les deux? C'est les similitudes linguistiques avec les Navarros et les Apaches. Aujourd'hui, moi je ne parle pas amérindien naturellement, mais si l'on compare le dialecte Navarro à celui des Dénés du Canada, on trouve des similarités assez frappantes et importantes. Lors des rares occasions où un membre de l'une de ces tribus rencontre l'autre, ils parviennent à se comprendre assez facilement. Ils partagent même des mots similaires pour décrire des choses similaires. Par exemple, bien qu'il n'y ait pas de mot pour bateau, les Navarros vivant dans le désert utilisent le même mot pour décrire le glissement silencieux d'un hibou dans les airs, alors que les Dénés utilisent le même mot pour décrire le mouvement d'un canoë glissant sur l'eau. Donc vous voyez, comme c'est pas le même environnement, ils ont adapté les mots avec une description qui correspond à leur contexte géographique ou naturel. En remontant les lignées tribales de quelques siècles, on voit que les Navarros et les Dénés subarctiques, donc en dessous de l'Arctique, sont liés aux Apaches de l'Ouest, qui parlaient eux aussi un dialecte similaire. Donc les Apaches étaient connus pour être des guerriers féroces et dangereux, vivant également dans le sud-ouest des États-Unis. Alors leur nom, celui des Apaches, viendrait d'un ancien peuple. Un ancien peuple qui est relativement connu et mystérieux, qui s'appelle les Zuni. Je suis sûr que vous avez entendu parler des Zuni, qui sont natifs du Nouveau-Mexique. Les Zuni désignaient leurs voisins du Nord sous le nom de Apache, signifiant ennemi. Exactement comme les Dénés du Nord désignaient la tribu Naha. Donc c'est assez drôle, parce que l'environnement est à peu près similaire, et la proximité entre deux tribus fait que l'on voit l'autre comme l'ennemi, et que le mot alternatif à la description que l'on en fait, c'est qu'on traduit le nom de la tribu comme le mot ennemi. C'est assez drôle. Les Zuni appelaient aussi la tribu qu'on appelle les Navarros, c'est eux qui les ont nommés comme Navarro, ce qui signifiait le grand champ. Parce que les Navarros étaient des grands migrateurs. Quand les conquistadors espagnols arrivèrent, c'est ce nom qu'ils adoptèrent pour désigner la nation Navarro, nom par lequel nous les connaissons encore aujourd'hui. Okay. Mais au lieu de Navarro, ils ont aussi un autre nom pour eux-mêmes. Et ils s'appellent les Dinés. Donc vous voyez qu'il y a une correspondance naturelle entre en fait les différents peuples en Amérique du Nord, indiens. Et c'est ce que m'avait confirmé. J'ai eu de longues discussions avec le maître Silver Arrow. Et effectivement, il m'avait confirmé qu'il y avait pas mal de connexions et je trouve ça absolument fascinant. Le périple de la race humaine, c'est absolument fascinant. Bien sûr, avec autant de similitudes, il existe aussi des détails qui contredisent l'idée que la mystérieuse tribu Naha aurait migré vers le sud pour devenir les Navarros ou les Apaches. La plupart des historiens s'accordent à dire que ces deux peuples sont effectivement venus du nord, mais si l'on compare cela à la légende des Naha, les Navarros auraient migré plusieurs siècles avant la disparition supposée des Naha. Donc ce qui amène en fait un mystère encore plus important. Maintenant, pourrons faire un parallèle avec les Superstition Mountains en Arizona. Dans le centre-sud de l'Arizona, là où vivaient autrefois les Apaches, se dresse une chaîne de montagnes sombres
connus pour des légendes similaires à celles de la vallée Nahanni, qu'on appelle les Superstition Mountains. En 1540, le conquistador espagnol Francisco Vázquez de Coronado mena une expédition dans ces montagnes, à la recherche de l'une des cités d'or légendaires d'Amérique. Et je ne peux pas m'empêcher de partager avec vous la musique des fameuses cités d'or. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin, et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand Condor, tu recherches les cités d'or. Bon, après cet interlude musical dont je ne pouvais pas m'empêcher. Fantastique, n'est-ce pas? Moi, ça a bercé mon enfance, donc je ne pouvais pas m'empêcher. En 1540, le conquistador espagnol Francisco Vázquez de Coronado mena une expédition dans ces montagnes, à la recherche de l'une des cités d'or légendaires d'Amérique. Alors qu'ils s'enfonçaient dans les Superstition Mountains, on raconte que ces hommes commencèrent à disparaître mystérieusement durant la nuit, sans laisser de traces. Ceux qui furent retrouvés étaient, vous le devinez, sans tête. Devant la découverte de leurs soldats décapités, le groupe espagnol s'enfuit des montagnes et ne revint jamais. Tout comme dans la vallée Nahanni, des rumeurs de gisements d'or dans ces montagnes se répandirent comme une traînée de poudre. Prospecteur après prospecteur s'y aventura pour disparaître ou mourir dans des circonstances étrangement similaires. Décapités. Ce qui s'est passé dans les Superstition Mountains semble étrangement proche de ce qui s'est produit dans la vallée Nahanni. Sont-elles connectées d'une manière ou d'une autre? Personne ne le sait. Mais il est intriguant de constater que les Superstition Mountains se trouvent sur un territoire Apache, donc Apache, et que les Apaches sont parmi ceux qu'on soupçonne d'être les descendants d'un peuple aussi dangereux que les Nahas. Des choses bien plus folles se sont produites dans l'histoire. Il existe naturellement beaucoup de liens historiques et de coïncidences qui relient toutes ces tribus entre elles, comme me l'avait indiqué le maître Silver Arrow. Pour tout ce que l'on sait, il pourrait y avoir encore plus à découvrir, effectivement. Maintenant, les Nahanni comme héritiers possibles des Nahas. Si on n'adhère pas à la théorie selon laquelle les Navajos ou les Apaches descendraient de la tribu Naha, d'autres avancent l'idée plus plausible que les Nahas seraient en réalité restés dans la vallée Nahanni et seraient devenus les autochtones Nahanni. Dans son livre Dangerous River, Adventure on the Nahanni, Raymond Patterson décrit bien la réputation de ces Nahanni. Il écrit, en parlant de la rivière Nahanni, remonter la rivière Nahanni, c'était du suicide. La rivière était rapide et mauvaise, et si un homme parvenait à traverser ces canyons, que trouverait-il dans ces terres peu connues, autour de la ligne de partage entre le Yukon et la Mackenzie? De l'or à n'en plus finir, sans doute gardé, pour autant qu'on sache, par des démons cornus, ou du moins par des Indiens montagnards sauvages qui ne venaient jamais dans aucun poste de traite, ni au Yukon, ni dans les territoires du Nord-Ouest. Ils régnaient sur les hautes terres sauvages de la ligne de partage Yukon-Mackenzie et ne faisaient qu'une bouchée de tout homme blanc ou indien qui osait pénétrer sur leur territoire. Demandez-le aux Indiens là-bas, ou mieux encore à ceux de Fort Wrigley. Vous ne pourriez pas les soudoyer avec toutes les martres du nord pour qu'ils retournent à l'ouest à plus de 30 miles du Mackenzie. Donc vous voyez que même des témoignages anciens, même en croyant que la tribu Naha perdue était l'ancêtre des autochtones Nahanni, ceux qui pénétraient dans la vallée se convinrent très vite qu'ils avaient raison à la lumière des morts violentes et mystérieuses de Willie et Frank McLeod, qui étaient les deux personnes qu'on avait retrouvées décapitées durant le premier épisode. Beaucoup soupçonnaient que ces autochtones violents cachés dans les montagnes étaient responsables de leur mort.
Alors, hostilité des montagnards Nahanni et soupçons. À l'époque, les Indiens montagnards des Mackenzie étaient réputés pour leur hostilité envers quiconque pénétrait leur territoire. Qu'il s'agisse de blancs ou d'autochtones d'autres groupes, ils ne faisaient aucune distinction. Toute personne capturée était soumise à leurs pratiques sanglantes. Ils étaient déjà connus pour vivre très à l'écart, sans aucun contact avec les postes de traite ou les voyageurs. Les rencontrer étaient extrêmement rares. Et ceux à qui cela arrivait avaient de fortes chances de se retrouver bientôt face à leurs armes tranchantes. C'est pourquoi quand les frères MacLeod furent retrouvés, morts et décapités, le blâme se porta rapidement sur ces maraudeurs, qui sont naturellement violents. Tandis que Charlie, le frère de Willie et Frank, étaient convaincus que leur partenaire Robert Weir était responsable. Ceux qui connaissaient la légende des montagnards Nahanni et leur réputation soupçonnaient fortement qu'ils étaient les vrais coupables en réalité, et non pas Robert Weir, qui est sûrement la personne qui était morte. Il y avait aussi des rumeurs comme quoi il avait fui avec de l'or, mais bon. Il y avait beaucoup de rumeurs à cette époque et beaucoup de difficultés à prouver quoi que ce soit. En fait, quand ces derniers apprirent qu'on les suspectait, donc les autochtones Nahanni, quand ils apprirent qu'on les suspectait, ils se retirèrent dans l'arrière-pays, s'isolant davantage du reste de la société. Donc déjà qu'ils n'avaient pas beaucoup de contacts, alors là, ils étaient comme ils étaient suspectés d'avoir tué 2 blancs, et qu'il y avait une enquête officielle qui avait été menée, donc ils ont préféré se retirer un peu plus en retrait de cette société grandissante. Sans preuve tangible de leur culpabilité, la plupart des gens, y compris les Mounties, donc les gens de la GRC, qui étaient chargés de l'enquête, décidèrent qu'il fallait mieux les laisser en paix, dans l'espoir d'éviter d'autres confrontations. Donc, il y avait déjà pas mal de problèmes avec toute l'histoire autour des MacLeod. Il y avait pas mal d'histoires. Il y a eu cette histoire qui a duré un certain temps avec le Mad Trapper. Donc, ils ont un petit peu évité de créer d'autres nœuds de confrontation. Cela ne signifie pas qu'ils disparurent complètement. Des rencontres avec cette tribu féroce eurent encore lieu, mais les récits sur leur violence varient d'une personne à l'autre. La rencontre de Patterson avec les Nahanni. Raymond Patterson, lui-même, dont nous avons cité le livre à l'instant, eut sa propre rencontre avec 8 d'entre eux alors qu'ils vivaient dans une cabane quelque part dans la vallée des hommes morts. Il était seul, préparant de la nourriture, quand il sentit une présence sombre dans l'encadrement de la porte. En se retournant, il vit un homme imposant, au regard sévère, qui le fixait en silence. Surpris et perplexe, Patterson fit un geste pour l'inviter à entrer et lui offrit du thé. L'homme accepta et entra lentement dans la cabane, suivi de 7 autres membres de la tribu. L'atmosphère dans la cabane était lourde. Ces hommes intimidants remplissaient presque tout l'espace. Mais ils semblaient de bonne humeur. À mesure que Patterson préparait le thé, ajoutant quelques ingrédients, les visiteurs, de par l'accueil normal que Patterson leur avait offert, ils se détendirent, visiblement. Certains commencèrent à sourire, d'autres à parler entre eux dans leur propre langue, et essayaient un petit peu, avec des mots ou des gestes, de parler un petit peu avec Patterson. Peu après que chacun eut reçu sa tasse, un autre homme arriva, un autochtone, Yukon, nommé Barney. Il voyageait avec un groupe de chasseurs et par chance parlait à la fois la langue des Nahanni et l'anglais. Il servit donc d'interprète, parce qu'effectivement les Nahanni parlaient avec Patterson, mais avec quelques mots en anglais qu'il ne maîtrisait pas très bien, et avec des gestes. Donc grâce à lui, grâce à Barney, cet autochtone du Yukon qui parlait à la fois le Nahanni et l'anglais, grâce à lui, Patterson apprit que ce groupe revenait d'une expédition de chasse près de la rivière Beaver et qu'il prévoyait de revenir le printemps suivant pour leur chasse annuelle au castor. Patterson écrivit ainsi à propos de la fin de cette rencontre: « Il devait être bien gonflé de monter à ce moment-là, mais ils s'y tinrent vaillamment et vidèrent le seau jusqu'à la dernière goutte. Puis ils se levèrent, repartirent sans un mot, ni un sourire. Et je restais là, me grattant la tête en me disant que c'était probablement leur façon de faire. Aucun remerciement.
Moi, je trouve ça hyper drôle. Parce qu'il est un peu impressionné, mais en même temps, il veut être sympa. Et donc, même s'il est sympa, pas de sourire, pas de mot de remerciement. Il vide le seau de thé qu'il a préparé et il part sans dire un mot. Alors, alors qu'il se mit au travail pour nettoyer et laver la théière et les tasses, euh, euh, Patterson entendit soudain un bruit lourd. Quelque chose venait de tomber sur le toit de la cabane. Il sortit pour voir ce que c'était et aperçut au loin de la troupe de chasse disparaissant dans les buissons sur leur traîneau à chien. En se retournant, il découvrit un gros morceau de viande d'orignal fraîche déposé sur un coin du toit de la cabane, un présent de gratitude pour son thé et son hospitalité. Donc en fait, ces sauvages étaient des gens en véritablement très sympas, mais qui sont pas habitués à s'épancher ou montrer leurs sentiments, donc ils lui ont offert un gros morceau de viande. À cette époque, la population autochtone Nahani avait fortement diminué, la plupart succombant à des maladies comme la tuberculose ou la variole. Effectivement, la proximité avec les Blancs et des gens qui venaient d'Europe, par exemple, amenait certaines maladies qui a largement éradiqué les Indiens de manière très importante. Patterson est considéré comme l'un des derniers hommes blancs à avoir interagi avec ce groupe et avoir vu de ses yeux cette civilisation autrefois prospère. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les Nahani, les autochtones Nahani n'existent plus. Ok. Moi, quand je parlais avec ce descendant de la tribu des Déné, il me dit que cette tribu aujourd'hui n'existe plus. Donc, effectivement, c'était la dernière fois qu'on les vit. Ils ne furent plus jamais revus. Et le débat sur leur supposée violence se poursuit encore. Donc, on se pose toujours la question, qui a pu être responsable de ces morts si violentes? À la connaissance de tous, aucun Nahani de pure souche n'est encore en vie pour confirmer ou contester les accusations portées contre eux. À la lumière du témoignage de Patterson et d'autres affirmant que ces gens essayaient simplement de vivre dans un monde en rapide mutation, effectivement, on ne se rend pas compte, vous qui êtes en Europe, qui vivez en France depuis des générations et depuis même des centaines d'années, voire des millénaires, dans le même coin. Donc, quand je dis des millénaires, c'est environ 2000 ans, parce que avant la France n'existait pas, c'était un territoire qui a été occupé par différentes tribus venant de différentes contrées, notamment d'Allemagne. Les Francs, les Francs saliens et les Francs rhénans ont vécu en France largement pour créer ce qu'on appelle la France. Okay. Mais il faut comprendre que pour les Indiens, tout a été rapidement transformé dans leur environnement, dans leur écosystème, avec un environnement qui a largement changé dû à l'immigration des Blancs au Canada. Donc je crois que sans être les barbares maléfiques dont on parlait autrefois, ou peut-être qu'ils ont été dans le temps, mais que l'évolution de la promiscuité avec d'autres tribus autochtones, mais également l'arrivée des Blancs, et je veux dire, faut comprendre aussi que les Indiens ont toujours été très accueillants pour les étrangers. On sait que les Chinois ont traversé, dans l'Antiquité, ont traversé les océans pour aller jusqu'aux États-Unis. On sait que les Vikings sont allés aux États-Unis. On sait qu'il y a eu des échanges. On sait même que les Phéniciens, les Égyptiens sont allés en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Il n'y a jamais eu de conflit. Ils ont toujours été bien reçus. Donc les échanges avec les Indiens ont toujours été bien acceptés. Donc quand les Blancs sont arrivés, au début, malgré l'éradication dont ils ont été les victimes, ils ont toujours bien accueilli les Blancs. Et ils les ont accueillis en leur montrant comment vivre dans un pays qui était difficile et à la fois hostile. Okay. Mais quand on y repense à tout cela avec les Nahas, nous sommes réduits à nous demander qui étaient réellement ces gens. Étaient-ils vraiment responsables de la sinistre réputation de la vallée Nahani? Est-ce vraiment ces gens-là qui boivent un thé, restent un petit peu silencieux, parlent un peu avec leur hôte, et puis lui partagent avec lui un gros quartier d'orignal? Donc, ça semble pas être des gens sauvages, ça semble être des gens peut-être réservés, mais pas des sauvages. Okay. Comment l'histoire façonne l'image des Nahani? Si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est qu'il faut l'apprendre toujours avec un grain de sel. Moi qui ai fait beaucoup de vidéos sur l'histoire, sur les origines du racisme, sur la comparaison entre la Révolution française et la Révolution américaine,
sur, naturellement, j'ai fait pas mal de vidéos sur des suppositions comparativement aux civilisations avant le déluge. Et donc, naturellement, faisant pas mal de recherches dans l'histoire, moi j'ai étudié aussi un petit peu l'histoire à l'université, il faut comprendre que l'histoire est écrite par les survivants, ou par ceux qui ont conquis, et par ceux qui croient avoir raison. Parce que ceux qui croient avoir raison, c'est ceux qui ont conquis, ceux qui ont gagné la guerre, pas la bataille. On sait aujourd'hui que Rome a perdu beaucoup de batailles. Mais comme ils gagnent la guerre, ils réécrivent l'histoire d'une manière différente. En disant que certaines batailles gagnées n'étaient pas vraiment, des batailles perdues n'étaient pas vraiment des batailles perdues. Mais plutôt des retraits stratégiques. Ok? Donc quand on y pense, c'est que les premiers écrits mentionnant les autochtones Nahanni viennent d'Alexander Mackenzie, un explorateur écossais qui, en 1789, parcourait le Grand Nord au nom de la Compagnie du Nord-Ouest. Donc il travaillait pour l'Empire britannique, cherchant une route qui deviendrait le fameux passage du Nord-Ouest. Bien sûr, il ne fut pas celui qui le découvrit, mais il rencontra un groupe de Dénés quelque part le long de la rivière Mackenzie, qui porte maintenant son nom. Mais ils l'ont rencontré, ils n'ont absolument rien fait. Ils l'ont rencontré, très sympa, ils l'ont invité à manger, ils lui ont donné des conseils, ils lui ont dit quoi faire, comment chasser, quoi manger, qu'est-ce qu'il fallait éviter. Ils lui ont donné des super bons conseils. Ils avaient rarement vu un blanc, et ils ne l'ont pas maltraité. À l'époque, comme je le disais à l'instant, à l'époque, la vallée Nahanni, comme la majeure partie du Canada, était à peine peuplée par autre chose que les autochtones. L'expédition de Mackenzie découvrait de nouvelles plantes et animaux à cataloguer, probablement afin d'éviter de s'empoisonner avec des plantes toxiques ou de chasser des animaux peu comestibles. Ils interrogèrent les Dénés, fiers de leur terre, et ceux-ci partagèrent volontiers, comme je le disais à l'instant, leurs connaissances. Ils les avertirent aussi: évitez les montagnes. Là-bas vit une tribu mystérieuse, qui n'est pas aussi accueillante que nous. Nous, on est sympa, on partage nos petits secrets avec vous, on vous offre à manger, on vous offre du thé. Mais là-bas, c'est pas pareil. Donc, Mackenzie échoua à trouver un passage vers l'ouest, mais il identifia de bons emplacements pour l'expansion de la Compagnie du Nord-Ouest, qui finit par y fonder des postes de traite, notamment Fort Simpson, Fort Liard. Et Fort Liard, c'était un point de traite extrêmement important dans la vallée Nahanni, puisque c'était même à proximité ou même directement dans la forêt Nahanni. Donc les années passèrent et la vallée Nahanni resta largement inconnue de la plupart des hommes. C'est un coin qui est très peu connu, même dans le monde. Quand vous parlez vallée Nahanni, peu de personnes connaissent en réalité. Mais quand vous arrivez au Canada, tout le monde vous en parle. Alors, 3 tribus montagnardes aient peur des Nahanni. En 1807, un homme nommé Willard Ferdinand Wetzel apprit que les mystérieux habitants des montagnes étaient en réalité 3 tribus distinctes: les Dahotine, les Nambahatine et les Nahanni. Les 3 occupaient les montagnes de l'ouest et se livraient des guerres primitives et violentes entre elles. Avec le temps, les Dahotine et les Nambahatine descendirent des montagnes pour aller à la rencontre des nouveaux arrivants, et ils commencèrent à commercer dans les postes de traite, etc. Mais les Nahanni, eux, restèrent inconnus de la plupart des hommes des frontières, ce qu'on appelle les frontiersmen. Rapidement, la Compagnie du Nord-Ouest, celle qui avait engagé Mackenzie en 1789 pour faire des premières visites, et pour aussi de faire un mapping des différents environnements. La Compagnie du Nord-Ouest, qui avait envoyé Mackenzie, noua des liens avec les 2 premières tribus, découvrait qu'elles formaient en réalité une seule et même tribu, qu'à l'origine c'était une seule et même tribu, mais pour des raisons d'occupation du territoire, ils étaient scindés en 2 tribus différentes. C'est pour ça que les noms différaient un petit peu selon le territoire. Les Nambahatine occupaient le sud des monts Mackenzie, sur le territoire des chèvres de montagne, tandis que les Dahotine vivaient plus au nord. La tribu Nahanni, quant à elle, restait un mystère,
parce que personne ne les côtoyait. Et eux ne voulaient côtoyer absolument personne. Parce que les gens avaient peur et eux étaient très violents. Quand Wenzel interrogeait les Nambahatinais à leur sujet, ceux-ci restèrent très discrets, semblant même craindre, même de prononcer leur nom. La peur qu'inspirait la tribu Nahanni s'étendait aussi au déné de la rivière Mackenzie. Ceux qui acceptaient d'en parler murmuraient qu'il s'agissait d'une tribu, écoutez, une tribu de géants redoutables maudits par les dieux pour leurs pratiques maléfiques et contre nature. On apprit cependant que leur territoire était un excellent terrain de chasse aux castors. Les trappeurs attirés par la qualité des fourrures ne pourraient résister à l'idée d'entrer dans ce territoire maudit. Premières expéditions à MacLeod à la recherche des Nahanni. Je sais ce que vous allez me dire. Et MacLeod, c'est les mêmes du premier épisode? Eh bien non. Ok, une série d'expéditions fut donc organisée au cœur du territoire Nahanni parce que les gens sont fascinés par le territoire et veulent s'accaparer une partie des richesses qui proviennent de ce territoire. Donc il y a Alexander MacLeod, qui n'a aucun lien avec Willie et Frank MacLeod du premier épisode, qui lui partit dans les montagnes avec un groupe de dénés pour essayer de rencontrer la tribu Nahanni et établir un contact afin d'obtenir la permission de chasser le castor sur leur terre. Malheureusement, ou peut-être heureusement, ils ne purent trouver aucun membre de cette tribu et durent revenir à un poste de retraite. Donc ils sont partis jusque là-bas, ils n'ont vu personne. Mais personne. Un an plus tard, Alexander rencontra un autre homme, John MacLeod, sans lien avec Alexander ni avec les frères Willie et Frank MacLeod, donc qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais ils s'appellent tous MacLeod. Mais en même temps, quand les gens viennent d'Écosse, ils ont tous un Mac quelque chose, MacDonald, Mackenzie, MacLeod, ou whatever. En tout cas, et pour accomplir ce qu'ils n'avaient pas réussi, ils cherchaient quoi? Ils cherchaient à trouver la tribu Nahanni dans les monts Mackenzie, donc dans les montagnes Mackenzie, où était passé le Mad Trapper. En fait, tout se recoupe, c'est marrant, mais c'est absolument fascinant. Donc, John MacLeod était un homme dur, direct, respecté pour ses talents de forestier et de chef. On le décrivit comme ferme et flexible. Ses qualités expliquent pourquoi il fut choisi pour tenter de nouer une relation avec la tribu Nahanni. Il quitta Fort Simpson en juin 1823 en compagnie de deux explorateurs canadiens-français, d'un interprète métis, donc métis indien, et de 7 guides autochtones dont la plupart hésitaient à s'aventurer dans les montagnes à la recherche de cette tribu redoutée. Donc, je vous laisse imaginer la peur qu'il gagnait parce qu'il connaissait les légendes sur la tribu Nahanni. Donc en moins d'une semaine, le groupe pénétra sur le territoire des Nahanni. Comme le veut la coutume d'aînés, ils allumèrent un feu de signal pour indiquer qu'ils arrivaient en paix et qu'ils souhaitaient rencontrer les habitants. Si la tribu acceptait, elle devait allumer à son tour un feu de signal avec beaucoup de fumée. Sinon, elle n'en allumait pas. John et son équipe ne virent aucun panache de fumée. Les Hanni ne semblaient pas vouloir les rencontrer. Mais John refusait de se laisser décourager. Le petit groupe continua plus loin, franchissant montagnes et vallées. Donc quand il y a l'appât du gain, vous voyez que les gens sont prêts à tout. Que ce soit aujourd'hui ou il y a quasiment 200 ans. Donc rencontre avec White Eyes et alliance de Fort Simpson. Pendant les jours suivants, ils découvrirent des traces de campements Nahanni, cercles de tipis, foyers éteints, supports à viande séchée. Quelqu'un avait clairement vécu là au cours des dernières saisons. Ils allumèrent un autre feu de signal, espérant attirer l'attention. Cette fois, au loin, ils aperçurent des colonnes de fumée noires et grises s'élevant de la forêt. Se frayant un chemin à travers les branches, ils débouchèrent finalement dans une clairière et se trouvèrent face à face avec un groupe de chasseurs Nahanni, 14 hommes, les mains levées en signe de paix. Les deux groupes s'approchèrent. Avec l'aide de l'interprète métis, ils s'assirent bientôt autour d'un feu, non armés, partageant la viande de chasse des Nahanni et les provisions apportées par John. À propos de cette rencontre, John écrivit dans son journal « Les Nahanni semblaient être une race d'hommes virils et de bons chasseurs. Ils sont vifs, intelligents et rapides dans leurs mouvements. Ils paraissent être pacifiques, sans aucune trace de peur ou de méchanceté. Ils sont propres, hospitaliers et sociables. »
Les deux groupes campèrent ensemble cette nuit-là, partageant histoires d'aventure et chants issus de leur culture respective. Au matin, ils échangèrent des cadeaux. Le chef du groupe de chasse nommé White Eyes, donc yeux blancs, reçut de John un manteau de chef, une demi-hache, un poignard, un petit miroir, une bouilloire, des plumes rouges, des briquets à feu et de la viande pour compenser ce qu'ils avaient mangé. Extrêmement satisfait, White Eyes offrit à John et ses hommes 17 peaux issues de leur chasse. C'est un très très beau cadeau. Grâce à l'interprète, il partagea aussi son savoir sur le territoire, expliquant où lui et sa famille vivaient, ainsi que les meilleurs endroits pour la chasse dans cette partie du territoire Nahanni. Les deux groupes s'entendirent si bien qu'il fut difficile de se dire au revoir. Ils s'entendaient apparemment super bien. Ils décidèrent de se retrouver au même endroit l'année suivante et tinrent parole. L'année suivante, John apprit que l'hiver avait été dur pour les Nahanni et qu'ils avaient très peu de fourrure à échanger. Inquiet, il invita White Eyes, son fils et son neveu, à l'accompagner jusqu'à Fort Simpson, à la fois pour leur faire découvrir l'avant-poste et pour les approvisionner en ce dont ils avaient besoin. À Fort Simpson, les Nahanni furent émerveillés par le fort, ses structures, ses outils et ses méthodes. On leur montra comment fabriquer des outils et vêtements, comment préparer les peaux pour en préserver la valeur de fourrure. Le soir, les habitants du fort jouèrent divers airs de violon écossais, canadiens et français et métis, ce qui réjouit énormément les Nahanni. John écrivit, la musique semblait les enchanter, et en bref, ils étaient perdus dans l'émerveillement et l'admiration. Vous voyez les amis, c'est ça la race humaine. Les gens qui ne se connaissent pas, aucune culture en commun, et pourtant ils trouvent de moyens de partager quelque chose ensemble. C'est magnifique. Au moment de repartir, White Eyes dit à John, « Je suis comme un enfant maintenant, à mes propres yeux. Tu nous traites si bien que je n'ai rien à donner en retour. Cela me rend honteux de parler. Tous ceux de ma bande et mes enfants seront curieux de venir ici et de voir ce que j'ai vu. J'ai vraiment apprécié nos échanges. » Les années suivantes, la compagnie de la baie d'Hudson et la bande de White Eyes renforcèrent leurs liens. Les Nahanni vinrent de temps à autre de leur montagne à Fort Simpson pour commercer et autorisèrent les trappeurs à pénétrer leur territoire et à chasser à leur côté, ensemble. Mais cette amitié n'était pas destinée à durer. Les maladies apportées par les colons, grippe, variole, tuberculose, ravagèrent et décimèrent la population Nahanni. Vers 1900, la tribu était quasiment éteinte. Chers amis, maintenant nous allons aborder la réputation sinistre contre les témoignages bienveillants. Alors, la réputation sinistre associée à la tribu Nahanni semble donc très confuse en réalité. Les premières interactions dont nous disposons, comme celle de Patterson ou de John MacLeod avec White Eyes, brossent le portrait d'un peuple qui n'était pas aussi maléfique que les histoires le prétendaient. Au contraire, vous voyez bien qu'il nous est apparu plutôt comme un peuple curieux, reclus, mais toutefois chaleureux, désireux d'apprendre de nouvelles façons de vivre et respectueux des étrangers. Tant que le respect leur était rendu, naturellement. Parce que vous ne pouvez pas attendre le respect quand vous traitez mal les gens. Quand vous regardez les États-Unis aujourd'hui, ils traitent tout le monde n'importe comment, mais attendre le respect. Parce que sinon, on vous tire dessus. Donc là, vous vous rendez compte que dans une civilisation normale, ça ne fonctionne pas. Le respect est donné à partir du moment où le respect lui-même est aussi donné à la personne en face de soi. Donc les récits les décrivant comme des sauvages assoiffés de sang ne tiennent pas vraiment. Lorsqu'on regarde les témoignages individuels, ils furent autrefois une nation fière et forte, menant une vie apparemment agréable et relativement paisible. Même si on les accuse d'être responsables de nombreuses morts mystérieuses dans la vallée, comme celle des frères MacLeod, qu'on avait vu dans le premier épisode, de Martin Jorgensen ou de Jochen Fischer, aucune preuve ne vient étayer ces affirmations. Tout porte à croire que les premiers frontier men, donc les hommes des frontières, c'est les gens qui passaient les frontières entre le Yukon et les territoires du Nord-Ouest, donc les gens qui étaient à la limite qui étaient vraiment des aventuriers, avaient besoin d'une explication à ces événements étranges. Et quelque part, il leur fallait un coupable. Donc la tribu mystérieuse et recluse des montagnes constituait une cible parfaite pour cette propagande précoce.
Mais il faut aussi se rappeler que la tribu Naha, perdue, était réelle. Donc celle de cette tribu très agressive, très dangereuse, très aussi, sanguinaire, tout cela était réel. Les récits oraux et les fouilles archéologiques confirment qu'il y a bien eu, des milliers d'années plus tôt, un peuple montagnard vivant dans la région. Et que ces traces correspondent avec cette tribu qui semblait être extrêmement agressive et dangereuse. Que les Nahani soient ou non leurs descendants demeure une question ouverte. Les deux groupes semblent très différents dans la façon dont ils interagissaient avec les autres. Mais les peuples changent avec le temps. Peut-être qu'il y eut une époque où les ancêtres des Nahani commirent les atrocités absolument incroyables que les Dénés leur ont imputées, et qui leur ont été imputées de manière, naturelle, puisque les gens qui ont participé à cette époque ont laissé des écrits, ont laissé une parole orale également, qui confirmait cela. Mais en l'état, cela n'est pas démontré. Okay, donc par rapport à ce que l'on a pu voir dans l'épisode 1 avec les décapitations autres qui ont pu intervenir et qui ont été un petit peu cachées parce que pour éviter d'éparpiller la peur, ne semble pas s'attacher à la tribu des Nahani. Cependant, il y eut une femme qui semble avoir exercé une influence considérable sur la tribu à ses débuts. Une femme qui paraissait presque hors de son époque, qui dominait la tribu Nahani et les terres environnantes avec un immense respect et une très grande autorité. Une femme qui aurait mené les Nahani non seulement sur un chemin de la force, mais aussi sur un chemin de la paix. La Reine Blanche. C'est ce que nous allons voir maintenant. La Reine Blanche, une figure mythique. Beaucoup doutent de l'existence réelle de cette Reine Blanche. Alors moi, j'ai vu différents textes ou différentes références qui semblent affirmer de manière authentique, avec des preuves, avec beaucoup de témoignages, que la Reine Blanche a bien existé, et d'autres éléments ont dit que c'est une légende. Okay. Donc, c'est une figure, ambivalente, presque mythique, qui à contre-courant de toutes les normes aurait exercé une influence extraordinaire sur la plupart des autochtones autour de la vallée Nahani. Si c'était aujourd'hui, de nos jours, on peut dire que une femme peut avoir une influence importante dans la société. Aujourd'hui, il y a un rebalancement des compétences, un rebalancement de la manière dont la société fonctionne. On peut largement admettre le leadership d'une femme. Il n'y a aucun problème aujourd'hui. Mais quand on parle qu'il y a 200 ou 300 ans, ça semble très difficile. Toutefois, ça semble être le cas. Donc on ne sait pas grand-chose en dehors de la légende qui évoque son existence. Ok ? Donc on a des témoignages, des gens qui parlent de la Reine Blanche de manière assez insistante en disant qu'elle a vraiment existé. Et de l'autre côté, on a d'autres personnes qui affirment que c'est vraiment une légende. Ce qui explique pourquoi certains remettent en question sa réalité. Parce qu'il n'y a pas de consensus sur la vision qu'elle ait vraiment existé. Donc, comme nous l'avons vu dans cet épisode, toutes les légendes ne sont pas nécessairement vraies. Ok ? Donc, mais je vais quand même vous relater celle-ci parce que je pense que c'est une histoire absolument incroyable. Alors, son histoire commence comme beaucoup d'autres légendes de la Nahani avec la compagnie de la baie d'Hudson. Et un homme du nom de Robert Campbell. Robert explorait les terres sauvages de la Nahani en 1837, chargé de fonder un poste de traite au lac Dease. Une tâche précédemment confiée à un homme nommé John Hutchinson, qui l'avait échoué l'année précédente après avoir été chassé par un grand groupe de guerriers Nahani. Déterminé à accomplir ce que son prédécesseur n'avait pas réussi, Robert, c'est Robert en français, désolé à chaque fois je mets l'accent, mais c'est pas nécessaire. Donc Robert arriva avec une équipe d'hommes de Fort Liard, et eux aussi employés par la compagnie de la baie d'Hudson. Donc la compagnie de la baie d'Hudson, pour ceux qui ne savent pas, alors comme je le disais, pour ceux qui ne savent pas, la compagnie de la baie d'Hudson est
est une compagnie qui a été fondée par l'Empire britannique en 1670 pour la traite des fourrures dans la baie d'Hudson et était avant sa disparition en 2025 parce que cette compagnie a existé jusqu'à aujourd'hui. Elle avait même des magasins, il y avait un magasin assez important ici à Montréal il y a quelques années qui s'appelait la compagnie de la baie d'Hudson et qui vendait des vêtements, des produits à base de fourrure. Alors il y avait différentes choses, mais ils vendaient des blousons plutôt modernes, mais ils vendaient aussi des choses avec de la fourrure. Pas de la fourrure animale, mais c'était de la fourrure, bon ça avait évolué depuis le temps. Et c'était la plus vieille personne morale de l'Amérique du Nord et l'une des plus vieilles du monde encore en activité lorsqu'elle a fermé ses portes en 2025. Donc elle a toujours été intimement liée à l'histoire du Canada jusqu'en juillet 2008 et au moment de son acquisition par une compagnie américaine. Okay. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la compagnie de la baie d'Hudson pour que vous sachiez que la baie d'Hudson était effectivement liée à l'Empire britannique. Okay. Donc pour revenir à l'histoire de Robert, donc Robert arriva avec une équipe d'hommes de Fort Liard et qui eux aussi étaient aussi, comme je le disais juste avant, employés par la compagnie de la baie d'Hudson. Le voyage jusqu'au lac Dease se déroula sans incident majeur. À leur arrivée, Robert mit immédiatement ses hommes au travail pour construire le poste de trade, aidé par un petit groupe de renforts venu de Fort Simpson. Le petit camp mystérieux abandonné. Robert, accompagné d'un interprète nommé Francis Hull et de 2 jeunes chasseurs autochtones nommés Blapi et Kitsa, décida d'explorer les environs. Ils se dirigèrent vers l'ouest au travers de la forêt, sachant que John McLeod avait parcouru cette zone quelques années auparavant. Vous vous souvenez de John McLeod, celui qui s'était arrêté avec les Dénés pour discuter avec eux, et il lui avait donné des conseils, il lui avait dit attention, il y a une tribu pas très loin, oh là là, ils sont dangereux, fais attention, donc voilà. Donc Robert, Francis Hull, Blapi et Kitsa parvinrent à trouver un ancien sentier autochtone mentionné dans son journal. C'est là que Robert et ses hommes remarquèrent la fumée d'un feu de camp s'élevant au-dessus des arbres. Désireux de faire bonne impression et de rencontrer les habitants locaux, Robert et ses 2 compagnons traversèrent la rivière qui les séparait du camp. Hull en revanche était nerveux à l'idée de rencontrer des inconnus et préféra rester de l'autre côté de la rivière jusqu'à ce que l'on s'assure que l'endroit était sûr. Okay. Donc en arrivant sur place, les 3 hommes trouvèrent le camp étrangement vide. Une tente était dressée près d'un feu brûlant encore, avec du saumon bouilli dans une marmite en métal de fabrication russe. Ils fouillèrent le camp et appelèrent ceux qui l'avaient établi, pensant qu'ils avaient peut-être fui en les voyant arriver. Mais personne ne répondit. Affamés, les 3 hommes décidèrent de s'asseoir et de manger le repas déjà préparé. Ils sont pas très sympas quand même. Ça arrive, ils trouvent la nourriture, ils mangent tout. Ok. En laissant en échange un couteau bien façonné et une bourse de tabac. Donc, ils ont laissé quelque chose, mais ils ont mangé le repas qui avait été fait. Une fois le dîner terminé, ils reprirent leurs affaires et retraversèrent la rivière pour rejoindre Hull. Éreintés par une journée de marche, ils décidèrent de camper pour la nuit, plutôt que de tenter de revenir au poste dans l'obscurité. Arrivée de la troupe Nahanni et révélation. À l'aube, Hull se leva pour aller chercher de l'eau fraîche à la rivière. C'est là qu'il aperçut une grande troupe de 16 Nahanni. Tous tournés vers lui de l'autre côté de la rivière. Hull, plus timoré que le reste du groupe, poussa des cris d'alerte pour réveiller les autres. Il les exhortait à quitter le lieu immédiatement, mais Robert ignora ses appels et s'avança calmement jusqu'au bord de la rivière, hissant un mât sur lequel flottait le drapeau de la compagnie de la baie d'Hudson. C'était sa chance de rencontrer enfin des locaux, et il ne voulait pas la laisser passer. Il invita à voix haute la troupe à les rejoindre. Les Nahanni discutèrent entre eux un moment, puis décidèrent de traverser. Les 2 groupes s'assirent autour du feu, sans vraiment savoir ce que l'autre voulait. Le chef Nahanni fit le premier geste. Il sortit du tabac et une pipe. Très vite, les 2 groupes se mélangèrent, appréciant la compagnie les uns des autres et faisant passer la pipe en cercle. C'est alors
après le rituel du passage de partage de la pipe en cercle, que Robert apprit que les hommes assis avec lui étaient les fameux montagnards Nahani. Cette fameuse tribu très dangereuse qui tuait tout le monde, qui agressait les gens, c'était eux. Il apprit également qu'ils étaient descendus des montagnes pour participer à un grand rassemblement de tribus organisé par la tribu Tlingit. Comme ils étaient alliés, partenaires commerciaux, le chef Tlingit, nommé Shakes, avait demandé aux Nahani de tuer tout homme blanc venant de l'Est. Donc, en disant ça, il savait que les hommes blancs étaient ciblés. Heureusement pour Robert et ses compagnons, le chef du groupe Nahani n'aimait pas qu'un autre chef lui donne des ordres. Il avait décidé d'ignorer cette instruction. Donc il n'allait pas leur faire de mal. Le grand rassemblement et le chef Shakes. Malgré ces informations inquiétantes, Robert fut intrigué. Il exprima immédiatement le désir d'assister à ce grand rassemblement au nom de sa compagnie. Le chef Nahani fut alarmé en l'entendant. Il avertit Robert qu'un puissant chef Tlingit, Shakes, dirigeait l'événement et qu'il les tuerait s'ils osaient s'y présenter. Il ajouta « Les hommes et moi serions prêts à vous protéger, mais nous ne pourrions rien contre les hommes de Shakes, aussi nombreux que les grains de sable sur la plage. » Robert pourtant insista pour les suivre. La troupe continua donc de marcher ensemble le long de la rivière pendant environ 25 km. Au sommet d'une colline, ils découvrirent une vue à couper le souffle. Un immense camp autochtone, donc amérindien, une mer de tentes en peau d'orignal et des colonnes de fumée provenant de centaines de feux de camp emplissant la vallée. Robert écrivit « Jamais je n'avais vu autant d'Indiens réunis au même endroit. Ils venaient de toutes les régions situées sur le versant ouest des Rocheuses et le long de la côte Pacifique. » En descendant avec les Nahani, Robert fut immédiatement entouré par des autochtones curieux de voir un homme blanc venu de l'Est, probablement le premier qu'ils voyaient de leur vie. La nouvelle de sa présence se répandit très vite. Peu après, un homme s'avança vers lui. Sa simple présence imposa le silence respectueux à ceux qui l'entouraient. C'était le fameux chef Shakes qui avait demandé aux Nahani de tuer tous les blancs qu'il voyait en venant de l'Est. Sans un mot, Shakes fixa Robert et lui serra la main. Puis l'invita à rentrer dans sa tente. Bon, Robert, il n'avait pas vraiment le choix, donc il le suivit en fait. Dans sa tente, il trouva 4 promichleniki russes, des trappeurs commerçants de fourrures indigènes, travaillant pour la Russie. Ils étaient les invités d'honneur de Shakes et furent aussi surpris de voir Robert que lui de les voir. Donc c'est marrant, hein, dans ce regroupement, on retrouve de tout. Des Russes qui viennent de l'Ouest, qui viennent à travers l'Alaska et autres. Vous pouvez traverser de la Russie en passant par l'Alaska, en traversant le Yukon, vous arrivez au territoire du Nord-Ouest. Donc eux viennent viennent de l'Ouest donc, et donc il y a Robert qui vient de l'Est, mais qui lui est un blanc européen, et il se retrouve avec toutes les nations indiennes et des Russes, invités par un chef qui veut tuer des blancs. C'est juste hallucinant. Les Russes se montrèrent courtois. Ils lui offrirent un verre de whisky, l'invitèrent à se joindre à leur conversation. Mais il était clair qu'ils se demandaient eux aussi ce qu'ils faisaient là. Tout le monde semble dans l'expectative. Alors qu'ils discutaient, un tumulte éclata à l'extérieur. Avant même qu'ils ne puissent se lever, les 16 Nahani avec lesquels Robert était venu déchirèrent la paroi en peau d'orignal et bondirent à l'intérieur, armes dégainées, prêts à se battre. Ils craignaient que Shakes ait emmené Robert pour le tuer et venait à sa rescousse. Le chef des Nahani cria à Shakes « Si le chef blanc est tué, il y aura beaucoup de sang versé ici. Car c'est notre honneur que vous mettez en jeu. Nous nous sommes engagés à rester avec eux et à les protéger. Donc vous ne pouvez pas les tuer. » Constatant que Robert était encore vivant, ils se calmèrent et quittèrent la tente, s'excusant de leur intrusion. Tentative de désarmement et fuite de Campbell. Shakes pardonna ce moment, mais emmena Robert un peu plus loin en lui demandant de lui faire une démonstration
de son fusil à percussion à double canon. En fait, à ce moment-là, Robert sentit que quelque chose clochait. La manière dont les Nahanni avaient réagi à Shakes, le comportement étrange et excessivement amical de ces derniers envers lui, tout cela le mit en garde. Il eut l'intuition que Shakes voulait le pousser à vider son fusil pour l'attaquer une fois désarmé. Mais il accepta quand même de faire une démonstration, parce que il ne voulait pas offenser le chef, mais en même temps, il voulait aussi se protéger. Donc il visa une cible lointaine et la toucha avec habileté, au grand plaisir de Shakes et de ses hommes. Mais au lieu de tirer la seconde cartouche, Robert rechargeait toujours le canon qu'il venait de vider, gardant ainsi constamment au moins une balle, prêt à partir. Shakes insista pour qu'il continue de tirer, semblant vouloir qu'il vide totalement le fusil, s'agaçant à chaque rechargement. À un moment, Robert remarqua que Shakes ne le regardait plus, occupé à discuter avec certains de ses hommes un peu plus loin. Il saisit cette occasion pour s'éclipser et traverser le camp. D'une manière ou d'une autre, il perdit son fusil en route, on ne sait pas vraiment comment, mais il parvint à remonter la colline par laquelle il était arrivé. Là, il ressentit un immense soulagement en apercevant 3 silhouettes familières, Kitsa, Blapi et Houl, qui l'attendaient, le regardant gravir la pente. Mais il y avait aussi une 4e figure, une femme, qui allait devenir la légende qu'il était en train de vivre. Donc, apparition et description de la Reine Blanche. Robert apprit rapidement que la belle femme qui se tenait avec ses compagnons était en fait la chef des Nahanni, avec lesquels ils avaient voyagé ce matin-là. Il fut immédiatement surpris d'apprendre que cette femme, à peau claire, était la leader de la tribu Nahanni. Évidemment, Kitsa, Blapi et Houl avaient 1000 questions à poser sur ses aventures dans le camp, et Robert leur raconta sa confrontation avec le dangereux chef Shakes, exprimant sa déception de s'être fait voler sa carabine et certains de ses effets. La chef, entendant cela, se tourna vers le camp au loin, puis se mit en route, sans un mot, descendant la colline, disparaissant parmi les tentes. Environ 1 heure plus tard, elle réapparut, portant chaque objet que Robert avait dit avoir perdu. Elle les lui rendit, un par un, sous le regard stupéfait et déjà épris de Robert. Elle commandait le respect, non seulement de son propre peuple, mais aussi de toutes les tribus avec lesquelles ils avaient des contacts. Robert dira plus tard d'elle, c'était une très belle femme, un peu au-dessus de la taille moyenne, autour de 35 ans. Dans ses manières et son apparence, elle ressemblait davantage aux Blancs qu'à la race indienne pure. Elle avait un visage agréable, illuminé par des yeux vifs et intelligents, qui lorsqu'elle était excitée, brillait comme le feu. Après avoir rendu ses biens, elle adressa un avertissement énigmatique au groupe, regardant le camp en contrebas, où les gens semblaient s'agiter. Elle se retourna vers Robert et déclara que leur vie dépendait de la rapidité avec laquelle ils quitteraient les lieux. Les 4 hommes n'avaient pas besoin qu'on leur répète. Ils quittèrent la zone en toute hâte, remontant la rivière par laquelle ils étaient venus, en compagnie de la chef de la chef blanche. Au moment de se séparer, Robert trouva difficile de dire adieu. En guise de cadeau, il lui offrit un long arc et un mouchoir en signe d'amitié. En retour, elle sourit et retira 2 bracelets d'argent de ses poignets, les déposa dans ses mains. De retour au camp où se construisait le poste du lac 10, donc le fameux projet que Robert Campbell avait, donc Robert et les autres revinrent au camp et racontèrent cette incroyable histoire à ceux qui étaient restés. À sa grande satisfaction, il découvrit que les hommes avaient bien avancé les travaux du fort, mais qu'ils avaient négligé de constituer des provisions suffisantes pour l'hiver. Espérant que Fort Simpson pourrait les ravitailler, Robert et Blapi partirent donc en août. À leur grande déception, Fort Simpson ne put leur offrir les vivres et fournitures demandées. L'hiver suivant, les hommes du lac 10 subirent coup dur après coup dur. La chasse se révéla médiocre. Beaucoup d'entre eux, en fait, moururent de faim. Et les survivants durent se contenter de maigres restes. Par-dessus tout, pendant les rares journées calmes où la neige cessait de tomber, le poste fut la cible de tir d'un groupe de Nahanni qui harcelèrent l'avant-poste durant des semaines. Okay. Malgré leur côté sympa quand vous les rencontrez, certains sont très agressifs, toujours.
Mais tout n'était pas perdu. Un jour, Robert et les hommes reçurent la visite de leur ancienne amie, la Reine Blanche, accompagnée de certains de ses sujets. Voyant la misère et l'état pitoyable du fort, elle ordonna à son peuple de préparer un énorme festin de steaks, de saumon et de viande de caribou pour leurs hôtes. Il convient de préciser que les Nahani qui l'accompagnaient étaient exemplaires dans leur comportement. Sûrement parce qu'elle était là, hein, parce que apparemment ils se faisaient chasser et attaquer régulièrement par les Nahani. Ceux qui harcelaient le fort depuis des semaines ne savaient pas qu'elle rendait visite et arrivèrent plus tard dans la nuit. Donc c'est fascinant. Ceux qui les attaquent arrivent plus tard et leur chef est déjà là. Sans un bruit, ils parvinrent à franchir les palissades et à atteindre la salle de traite. Ils firent irruption, armes brandies, prenant les hommes du poste par surprise. Un bref combat s'ensuivit, mais les assaillants, mieux armés et bénéficiant de l'effet de surprise, prirent rapidement le dessus. Alors qu'ils se débattaient de ce qu'ils allaient faire de leurs prisonniers, un bruit sec les interrompit, un raclement de gorge venant de la porte. Là se tenait la Reine Blanche, furieuse, le visage rougi par la colère, réveillant un sursaut par leur attaque. Immédiatement, les guerriers Nahani devinrent pâles. Ils lâchèrent leurs armes et baissèrent les yeux, incapables de soutenir le regard enflammé de leur chef. Elle se plaça entre eux et les hommes du fort, et dans un accès de rage, trouva le meneur de l'attaque, lui cracha au visage et écrasa son pied. Elle leur ordonna ensuite de quitter le poste et de ne jamais y revenir, promettant de s'occuper d'eux au camp. Le lendemain, la Reine Blanche et les quelques Nahani qui l'avaient accompagnée firent leurs adieux à Robert et aux hommes de Lac-Diz. Les hommes regardèrent admiratifs la chef, la Reine Blanche, mener sa petite troupe à travers les broussailles. C'était la dernière fois qu'ils la voyaient, ainsi que quiconque. Personne ne l'a jamais revue après ça. Mais son influence, le respect qu'elle inspirait, le courage dont elle avait fait preuve, nourrirent les histoires que les hommes du poste racontèrent jusqu'à leur mort. Son héritage perdure depuis plus de 200 ans, comme l'une des plus grandes légendes de la vallée Nahani. Et il y a d'autres histoires que je n'ai pas racontées, mais on parle de batailles où elle est présente, elle se bat, et elle essaye d'instiguer une justice entre les Blancs et les membres de sa tribu. Mais bon, on sait qu'elle disparaît, que c'est la dernière fois qu'on la voit, mais on peut se poser la question, qui elle était réellement? D'où elle venait? Nul ne le sait. Mais elle était vraiment blanche, comme une blanche européenne, mais qui était chef d'une tribu indienne. Mais pour les tribus et les hommes vivant dans la vallée Nahani au début des années 1800, elle était apparemment une personne à part, influente, puissante, fondamentalement bonne, apportant justice et grâce dans la vallée. Chers amis, nous avons atteint notre conclusion qui pourrait se résumer avec histoire, légende et naturellement l'ouverture vers l'épisode suivant. Alors, comme vous avez pu le voir, l'histoire de la vallée Nahani est longue et complexe, comme ce qui ressemble beaucoup à l'histoire de l'humanité en réalité. Donc tout ce que nous savons sur l'histoire européenne, l'histoire africaine, l'histoire américaine ou amérindienne, toutes les fluctuations de flux humains créent une histoire complexe à débroussailler notamment. Mais comme nous l'avons vu dans cet épisode, la plupart de ceux qui ont habité ces terres pendant des siècles ont aujourd'hui disparu. Mais leurs histoires nous parviennent encore jusqu'à aujourd'hui. Aucun lieu aussi fascinant n'existe sans un passé aussi captivant. Même si cet épisode n'a pas été aussi excitant que la fameuse chasse à l'homme, comme dans le deuxième épisode, comme nous avons vu avec les Mounties qui ont traqué le Mad Trapper Albert Johnson à travers la toundra, ou que les mystérieuses décapitations naturellement du premier épisode, l'histoire de la tribu Naha, des autochtones Nahani, de la Reine Blanche, est tout aussi essentielle pour comprendre pourquoi cette vallée est un endroit si singulier. Comme je vous le disais dans le premier ou deuxième épisode, je vous disais que j'avais lu un passage où quelqu'un disait que il était parti dans la vallée Nahani, il avait l'impression d'avoir touché Dieu. Eh ben, mon historien d'aîné qui m'a aidé à faire cet épisode m'a dit la même chose. Il m'a dit que la première fois qu'il est parti dans la vallée Nahani, il avait eu l'impression d'être proche de
de l'esprit du fameux monde spirituel indien. Et donc, ce qui me pousse, moi, ça me donne une envie folle d'aller dans cet environnement. Donc, tous les événements relatés ici remontent à plusieurs siècles. Comme toujours, il faut donc prendre ces récits avec du recul. Comme je vous le disais, il ne faut pas prendre tout ce que moi je peux dire comme acquis. Ça, il faut tout prendre avec un grain de sel et avoir une lecture, critique de chaque chose. Les légendes sont racontées naturellement par les survivants, ceux qui ont triomphé ou ceux qui ont gagné les guerres. Et ceux qui pensent avoir eu raison. L'histoire n'est jamais écrite par ceux qui ont perdu, ou ceux qui ont disparu, naturellement. Donc le destin des autochtones Nahanni fut celui d'une quasi-extinction, une conséquence d'actions involontaires, et parfois aussi volontaires, de ceux qui colonisèrent le Grand Nord. Les histoires que nous avons racontées ici présentent souvent les hommes et femmes blancs comme des protagonistes. Mais au vu de notre histoire, il est difficile de croire que les autochtones n'aient pas subi leur lot d'abus et de mauvais traitements. Comme j'ai pu le relater à plusieurs occasions, la disparition des Amérindiens ici en Amérique du Nord, pour moi, c'est un génocide. Aujourd'hui, tous les historiens s'accordent à dire que c'est un véritable génocide. On parle de milliards d'individus qui ont été tués. Et effectivement, c'est une réalité regrettable de notre passé commun, nous, l'humanité. Mais leur récit mérite d'être raconté tout de même. À mon sens, avant de disparaître, la tribu Nahanni était une nation fière et puissante, et ils méritaient mieux que cela. Aujourd'hui, ils n'existent plus. Beaucoup croient qu'ils sont responsables de la décapitation dans la vallée des hommes sans tête, ou la vallée Nahanni, mais aucune preuve n'existait alors, pas plus qu'aujourd'hui, pour les désigner comme coupables. Bien sûr, dans tout groupe humain, et on a toujours vu ça dans l'histoire de l'humanité, il y a des brebis galeuses dans tous les groupes, partout dans le monde. Partout dans le monde, il y a toujours des brebis galeuses, même dans un groupe bénéfique et qui sont avant tout, qui essaient de partager le bien-être. Il est donc possible que certains individus aient commis des actes violents, très très violents, voire sadiques, pour protéger leur terre, mais également voler des ressources. Mais on ne le saura jamais. Ce que nous savons en revanche, c'est que ces décapitations ont bel et bien eu lieu. Elles ont été, relatées, capturées par les services d'ordre. Il y a même des enquêtes qui ont été menées. Et quand on parle de décapitation, ce n'est pas la seule chose. On parle aussi du fameux Jochen Fischer qui se retrouvait complètement gelé, comme s'il était en train d'allumer quelque chose, mais gelé comme à l'instant T. Alors qu'il est en train d'allumer un feu, on l'a retrouvé complètement gelé en action. Et donc, avec la petite portion d'histoire que nous avons effleurée, il est clair que la vallée Nahanni est un endroit où le chaos le plus complet est possible. De nombreux mystères resteront à jamais irrésolus dans cette région. La tribu Naha, perdue, restera vraisemblablement perdue. Moi, j'ai eu beau chercher, je n'ai retrouvé aucune trace de la tribu Naha. Aucune. Celui qui m'a aidé à faire l'épisode, qui est un descendant des Dénés, un historien, il m'a dit qu'il n'y a aucune trace des Naha. Comme s'ils s'étaient évaporés. Comme cette fameuse tribu en Amérique du Nord qui a disparu du jour au lendemain. On dit qu'ils sont partis avec les extraterrestres. Donc, il y a un destin inconnu de tous. Et puis, la tribu Nahanni qui domina la vallée pendant des siècles fut crainte et évitée également. Pourtant, les histoires que nous avons d'eux, que je relatais aujourd'hui, montrent qu'ils étaient en fin de compte comme n'importe quelle autre tribu. Ils cherchaient à vivre en paix et à vivre en paix avec leurs voisins. Que vous les abordiez avec simplicité et bienveillance, ils vous donnaient la même chose. Du respect, un retour bienveillant. Comme on a pu voir avec Robert Campbell, ils sont 4, une tribu de 16. Il leur demande de venir, ils partagent la pipe, ils mangent ensemble, ils passent un moment ensemble, sans aucun problème. Donc certaines histoires concernant les Nahanni, comme je le disais, certaines histoires louent même leur gentillesse.
notamment grâce à la Reine Blanche, et contredisent les récits les présentant comme des guerriers sanguinaires. Nous voici donc à la fin de l'épisode, toujours au même point qu'au début de cette série. Effectivement, avec plus de questions que des réponses. Il est incroyable de commencer chaque épisode avec beaucoup d'informations. On passe au travers des informations, mais on est toujours au même point qu'au départ. Donc il est peu probable que nous trouvions des réponses définitives à tout cela. Il reste toutefois quelque chose dont nous pouvons parler, susceptible d'expliquer un élément ou deux sur cette vallée. Mais ces choses, comme les esprits abordés dans la deuxième partie de la série, je vous parlais des esprits qui pourraient habiter dans la vallée, appartiennent davantage au domaine de l'incroyable et de l'inconnu. Alors effectivement, les yeux mystérieux qui suivaient Charlie MacLeod et son groupe dans la première partie, dans le premier épisode, appartenaient à quelque chose. Alors mon guide d'aîné m'a dit exactement la même chose. Il m'a dit que quand on rentre dans la vallée Nahanni, on a l'impression du moment où on entre dans la vallée et au moment où on en sort, on a l'impression d'être observé à chaque minute. Il m'a dit qu'à plusieurs occasions, il s'est retourné d'un coup, il a pu voir des ombres bouger dans la forêt, comme s'il était observé constamment. Et il entendait quelquefois des bruits de pas derrière lui, à quelques dizaines de mètres, incapable de voir ce qu'il y avait derrière lui. Et que c'est vraiment un environnement particulier. Et donc, comme je le disais, ces choses, pour moi, comme les esprits abordés dans la deuxième partie, appartiennent davantage au monde de l'inconnu et du paranormal. Et c'est ce que nous allons voir dans la dernière partie. Et donc ces yeux mystérieux qui suivaient Charlie MacLeod, son groupe, et qui m'a été rapporté par cet historien Déné, appartenaient certainement à quelque chose. La raison pour laquelle les Dénés craignaient tant les montagnes Mackenzie ne tenait pas uniquement à la tribu Naha. Il y avait d'autres choses là-haut qui faisaient peur aux Dénés. Et c'est ce que m'a raconté donc l'historien Déné. Il m'a dit qu'il y a autre chose. Donc cette autre chose, moi, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Ça veut dire qu'on m'a raconté ce que cela pouvait être, et je vais partager ça avec vous dans le prochain épisode. Donc, on parlera naturellement d'histoires de bêtes magnifiques, de créatures étranges rôdant dans cette oasis préhistorique. Pourrait avoir plus de fondements que l'on pourrait le croire finalement. Nous parlerons de tout cela dans la dernière partie de cette série, donc dans 3 ou 4 semaines. D'ici là, chers amis, c'est la fin de cet épisode. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour l'épisode 19 de Missing 411, où nous passerons au travers du documentaire de David Paulides concernant Sasquatch, concernant le Sasquatch. Et puis j'ai eu l'occasion de discuter quelques 20 ou 30 minutes avec lui. Il m'a partagé un petit peu quelle était, on va dire, l'impression générale de ce documentaire. Et je partagerai ça avec vous la semaine prochaine. Donc d'ici là, chers amis, nous venons de sortir de la première quinzaine de janvier. Donc c'est encore le dernier moment pour vous souhaiter encore une fois une joyeuse année, très bonne santé, que 2026 vous apporte ce que 2025 ne vous a pas apporté, et que Dieu marche avec vous, qu'il vous accompagne dans toutes vos approches. Mes frères, mes sœurs, que vous soyez juifs, chrétiens, musulmans, nous sommes tous ensemble. Que vous soyez bouddhistes, que vous soyez confucianistes, nous sommes tous ensemble. Nous sommes un seul et même peuple. N'oubliez jamais cela. Que nous partageons tous cette magnifique planète, que nous avons tous quelque chose en commun. Il suffit juste de le voir et de chercher à le voir. Chers amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée